Nouvel invité sur le plateau de FHP Direct, le professeur Claude Le Pen. Vous êtes professeur à Paris-Dauphine. Vous êtes un économiste de la santé distingué, mais grand spécialiste du médicament. En tout cas, c'est comme ça que nous vous connaissons par toutes les études que vous faites sur le médicament. Alors, qu'est-ce que vous venez faire à l'hôpital ? Le médicament, c'est très important à l'hôpital. L'hôpital est un très gros acheteur de médicaments. C'est en plus l'acheteur des médicaments les plus innovants, ceux qui sauvent le plus de vies, notamment en oncologie aujourd'hui, avec des progrès thérapeutiques extraordinaires. Il y a des problématiques formidables à l'hôpital, pour les ATU, du post-ATU, de la liste en sus. Donc c'est vraiment un lieu où s'élaborent en quelque sorte les traitements de demain, où on les met au point, on les vend, on les teste et on soigne des patients, notamment dans les pathologies les plus graves. L'enjeu économique est considérable. Est-ce que vous savez qu'un tiers de l'activité des officinaux est fait à partir de prescriptions hospitalières? Donc les prescripteurs hospitaliers règnent en quelque sorte sur le monde pharmaceutique, on ne va pas les ignorer. Oui, alors c'est extrêmement dynamique, ça on le sait. Donnez-nous quelques chiffres pour comprendre les enjeux. Ça augmente. D'abord, quelle est la part du médicament hospitalier, même si effectivement il faut tenir compte? En gros, les achats hospitaliers représentent environ 10 milliards d'euros sur un total, disons, et la ville environ 28 milliards d'euros. Donc un gros tiers, mais encore une fois, une partie des médicaments de ville sont prescrits par des médecins hospitaliers. Donc ça augmente plus vite. On a les comptes de la santé, enfin la LFSS prévoit une augmentation de 3% à l'hôpital, 0% en ville. 3%, ça sera un peu serré, et donc il y aura des ajustements à faire en cours d'exercice. Alors ça augmente parce que l'hôpital est de plus en plus actif, ou parce que les prix sont de plus en plus élevés, ou troisièmement, parce qu'il y a de plus en plus de produits, et notamment de produits chers ou de produits innovants? Eh bien les trois, mon capitaine. Oui. Merci, mon général. L'activité hospitalière augmente effectivement, beaucoup de consultations externes. Les médicaments sont effectivement très chers, notamment en oncologie. On a aujourd'hui les immunothérapies qui arrivent. Alors, à côté de ça, il y a des économies qui sont faites avec les biosimilaires. C'est aussi un grand enjeu. Ça représente quoi, la masse des biosimilaires? C'est encore relativement limité. Bon, il y a eu des anticorps monoclonaux, l'infliximab, qui est tombé dans le domaine public, plusieurs centaines de millions. Et aujourd'hui, on va arriver, les grands médicaments anticancéreux des années 2000, Herceptine, Avastin, Maptera, qui sont tombés dans le domaine public. Les biosimilaires arrivent. Ces trois médicaments représentaient à eux seuls environ 1 milliard en chiffre d'affaires, en prix fabricant en taxes pour l'hôpital. Donc c'est énorme. Les sommes en jeu sont réellement énormes. Les principales dépenses de demain, ça sera la cancérologie ou pas que? Dans les années qui viennent, oui. L'oncologie est certainement le domaine qui est en ce moment où il y a le plus d'innovation. C'est la principale cause de mortalité en France. On a gagné beaucoup de mortalité sur les autres causes cardiovasculaires, etc. Et donc, forcément, comme tout le monde meurt jusqu'à présent, les parts relatives augmentent. Et il y a des avancées théoriques assez intéressantes. Donc, effectivement, il faut s'attendre encore à ça. À côté de ça, les classes théoriquement, c'est tout ce qui est les immunoglobulines, les facteurs de coagulation, ça c'est des postes importants. Les anti-TNF alpha, mais eux qui sont biosimularisés. Donc il y a aussi une recomposition du marché pharmaceutique à l'hôpital dans les années qui viennent. Les grands acteurs, c'est toujours des acteurs nord-européens et américains. Oui. Il y a des laboratoires français, mais souvent pas dans les molécules les plus innovantes, hein, c'est un fait. Bon. On a perdu beaucoup de terrain en la matière, à votre avis? En tout cas, on n'est pas présent, peu présent. On était présent, on ne l'est plus, notamment sur l'immunothérapie, par exemple, il y a les produits américains. C'est vrai que sur les biotech et sur les produits de génie génétique, on a aujourd'hui un terrain, disons, de start-up extrêmement active. On manque un petit peu d'acteurs intermédiaires et de grosses sociétés. Alors, les grosses sociétés françaises traditionnelles sont encore sur le médicament chimique. Alors sur ces start-up, on dit d'un côté que l'on en a beaucoup et qu'en réalité, on n'est pas aussi avancé que d'autres, notamment les Américains, les Israéliens. Non, on en a beaucoup et le problème de la France, c'est de faire grossir ces start-up. C'est qu'en fait, il y a une mortalité infantile de la start-up importante. Et donc, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la vallée de la mort, c'est-à-dire trouver des financements qui permettent d'aller en phase 3 et sur le marché. On trouve beaucoup de financements pour la proof of concept, hein, la POC, comme nous disons. On trouve pas mal de financements pour le développement précoce, à hauteur de 4, 5, 6 millions.
Mais dès qu'il faut lever 40, 50, 60 millions pour faire un développement clinique sur un certain nombre de patients, y compris dans le monde entier, là, on a beaucoup de difficultés. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de startups trouvent des financements, mais américains, et partent soit physiquement, soit intellectuellement aux États-Unis, ou essentiellement aux États-Unis quand même, notamment dans la région de Boston ou sur la côte ouest. Et ils reviennent après? Pas beaucoup, c'est un petit peu ça. On essaye de faire des programmes un petit peu de retour. On fait revenir des chercheurs. Hein. Il y a des programmes où on peut offrir, disons, à des chercheurs des conditions attractives. Il faut savoir qu'un chercheur américain est payé 2 ou 3 fois plus qu'un chercheur français à degré de science et de talent équivalent. Hein. Donc on a un peu de mal. Ça, c'est un de nos chantiers, de mieux rémunérer ces fonctions intellectuelles, chercheurs, enseignants, qui sont décotés en France par rapport aux standards internationaux. Je voudrais, Claude Le Pen, vous interroger, vous entendre sur 2 sujets. La régulation française, européenne et française, est-elle satisfaisante? Faut-il l'améliorer, la modifier, le rôle de l'HAS, etc., de l'évaluation, et puis le prix du médicament? Alors, sur le premier sujet, il n'y a pas de doute qu'il faut améliorer, y compris en France. Hein. On a aujourd'hui une réforme. Je pense que les critères bien connus dans le milieu, SMR, ASMR, sont en général discutés, critiqués. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait une réforme, même dans les mois qui viennent. La ministre l'a laissé entendre. Il y a le CSIS, le comité stratégique, qui travaille dessus. Il n'est pas impossible qu'il y ait une espèce de révolution copernicienne et qu'on passe à un nouveau mode d'évaluation. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes très compliqués. Il faut tarifer des produits qui ont fait des développements très courts, en phase 2, sans comparateur, des essais ouverts, et donc sans réellement encore les preuves les plus solides. Et il faut quand même les tarifer, il faut quand même les vendre, il faut quand même leur donner des autorisations ou des agréments collectivités. Donc c'est assez compliqué, il faut qu'on revoie un petit peu le logiciel. L'autre perspective, c'est la perspective européenne. C'est est-ce qu'on va aller vers une évaluation européenne? Pour l'instant, j'y crois pas beaucoup. Je pense que tous les États veulent rester un petit peu maîtres de leurs propres dépenses, de leur propre processus de tarification, et n'ont pas trop envie que les médicaments remboursés par la sécurité sociale française soient évalués par le NHS britannique ou par l'autorité allemande. Donc je pense qu'on va rester encore un certain temps. Il y aura des coordinations, mais pas de fusion vers une décision européenne commune. Et le rôle de la nouvelle EMEA qui va quitter Londres pour... Alors pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Ils partent de Londres, ils vont à Amsterdam. Le bâtiment n'est pas fini, il y a du retard. Il va y avoir un certain nombre de personnels qui ne vont pas suivre. Donc il y a une grosse incertitude sur la continuité du service, sur la qualité du service. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, effectivement, un petit caillou dans la chaussure. On croise les doigts pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de retard dans les évaluations et que les patients n'en pâtissent pas. Alors sur le prix du médicament, là aussi c'est un sujet. Quand on écoute ou qu'on regarde les uns et les autres, on peut être parfois surpris par évidemment des prix très élevés, mais surtout par les risques que cela fait courir aux systèmes de santé eux-mêmes, et on dit même les systèmes de nos pays riches. Oui. Et je voudrais vous écouter, vous entendre également sur la décision de M. Trump, qui dit qu'il faudrait peut-être augmenter les prix ici, parce que là-bas, ils sont trop élevés pour les faire baisser aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il faut défendre l'idée d'un prix différencié en fonction des pays. Et si les pays riches peuvent se payer des médicaments chers, il faut que ces mêmes médicaments soient accessibles à des prix beaucoup plus raisonnables dans les pays moins riches. Et donc l'idée de prix qui reflète en quelque sorte l'état de richesse des pays n'est pas idiote. C'est une des conditions pour garantir l'accès dans les pays pauvres. Cela étant, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des prix exorbitants. Je suis, moi, pas tellement pessimiste sur la capacité, disons, de nos systèmes de les financer. D'abord, c'est souvent des indications très petites, des traitements de deuxième, troisième ligne. Enfin, sur l'hépatite C, ça n'a pas été... Sur l'hépatite C, on l'a absorbé de manière tout à fait... Ça a coûté quoi? 800 millions la première année? Oui, mais ça rapportait combien? Aujourd'hui, il n'y a plus d'hépatite C en France. Bon, combien, si vous voulez, c'est très intéressant ce cas parce qu'on a vu effectivement le coût, mais personne n'a calculé le bénéfice. En 3 mois, ça éradique, en 3 mois de traitement, ça éradique le virus. Donc aujourd'hui, il y a plein de patients qui sont guéris de l'hépatite C, qui ne feront pas d'hépatocarcinome, qui ne feront pas de greffe de foie, qui ne feront pas de cirrhose, qui ne seront pas hospitalisés. Et c'est des économies, mais elles sont diffuses. On ne sait pas où elles sont. Elles sont quelque part dans le système, dans le cloud, et
Et en quelque sorte, autant on a les dollars et les euros sur la table, autant le bénéfice est quelque part invisible. Donc une des recommandations serait de faire le bilan de cette politique. Effectivement, je suis d'accord avec vous, 2014-2015, on a dépensé pas loin d'1 milliard sur les traitements de l'hépatite C, peut-être un peu plus. Eh bien aujourd'hui, faire ce bilan, je suis étonné que personne s'y attaque, alors qu'on a les chiffres. Hein. Bon, alors Monsieur Trump, maintenant. Alors Monsieur Trump, écoutez, d'abord on ne sait pas trop, parce que... Alors il a des idées assez bizarres. Hein. L'idée que c'est pas la peine d'avoir des essais cliniques très longs, il faut aller plus vite sur le marché, et puis on voit si les patients meurent ou meurent pas, et puis comme ça on peut faire de la régulation. Ah, il a dit ça. Il a dit en tout cas qu'il trouvait que la FDA était un organisme bureaucratique qui retardait l'accès des patients au traitement pour des raisons de sécurité un peu excessives. Donc voilà. Donc on est en plus à cette idée un petit peu que les Européens devraient payer plus cher leurs médicaments, ce qui est quand même, on les paye déjà assez cher, et puis surtout qu'ils ne s'attaquent pas au vrai problème, qui est qu'aujourd'hui aux États-Unis, la situation est catastrophique, il n'y a pas de marché américain, les institutions publiques n'ont pas le droit de réguler les prix sont exorbitants, il a interdit un certain nombre à un certain nombre d'assureurs de s'approvisionner au Canada, etc. Donc il ferait mieux de s'occuper un petit peu de l'accès aux soins aux États-Unis plutôt que de considérer que nous ne payons pas assez cher des médicaments qu'on paye déjà assez cher. Et son administration suit ou elle est quand même plus sérieuse? Il a nommé un nouveau commissionnaire à la FDA, donc on va voir ce que ça va donner. Qui a l'air d'être un spécialiste assez reconnu, non? Oui, mais pour l'instant, c'est beaucoup. Alors aussi avec Trump, on ne sait pas trop ce qui relève de l'annonce ou du tweet et ce qui relève de la réalité. Hein. On voit que même pour rencontrer le leader nord-coréen, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Donc il faudra voir. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce que c'est erratique, il n'y a pas beaucoup de raisons, de rationnel, c'est un peu comme ça, de l'émotionnel au fil des rencontres et du discours. Donc ça ne fonde pas une politique. Un mot sur le dispositif médical que vous suivez. Alors d'abord, on voit que l'industrie et le médicament vient ici, cette année, à la Paris Healthcare Week. Mais enfin, bon, c'est quand même le monde également du dispositif médical, de la radiologie. Il y en a beaucoup, bien sûr. Et ça, c'est dynamique? C'est dynamique. Alors, il n'y a pas... C'est un marché qui est environ la moitié du marché du médicament, c'est plus petit. C'est un marché très différent, ça n'a rien à voir. C'est des petites entreprises, beaucoup de technologies, il n'y a pas de grands champions français, il y a des importateurs, il y a des firmes étrangères. Donc la structuration du marché est assez différente avec des problématiques. Alors les grandes problématiques aujourd'hui dans le DM, c'est la connexion, c'est l'Internet, c'est les DM connectés. Et la plupart des DM ont comme problématique, disons, des transferts de données, y compris à des fins de maintenance, avec bien sûr des problèmes de confidentialité, la fameuse RGPD pour les données publiques. Donc il y a un monde là de problèmes tout à fait passionnants, intéressants. Et on est un peu à l'aube, si vous voulez, de la fusion des technologies médicales et des technologies numériques. Et ça, c'est un petit peu la révolution de demain. Est-ce que vous avez le sentiment, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que les GAFA vont tordre le cou à l'industrie traditionnelle? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut... D'abord, je pense que l'industrie a une connaissance, disons, des patients, etc., qu'on met beaucoup de temps à acquérir, des décennies, et que le patient est assez attaché, disons, à un certain nombre... À vrai dire, Claude Le Pen, on parle, mais ça ne doit pas vous ni surprendre, ni vous étonner, ni vous désespérer. On parle quand même beaucoup d'argent dans la santé. Pour l'économiste de la santé que vous êtes, c'est normal. On ne parle pas que de grandes idées. Non, mais on dépense 240 milliards d'euros, 11% de notre PIB sur la santé. C'est un peu normal qu'on se demande d'où vient l'argent, où il va, est-ce que c'est bien utilisé, etc. C'est quand même le premier poste de dépense collective, de loin. La justice, c'est 8 milliards. Nous, c'est 240 milliards. Donc, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est assez normal. Alors, il ne faut pas que l'économique prenne le pas sur l'humain, mais on ne peut pas se passer, disons, d'un regard économique, ne serait-ce que pour faciliter le travail. Merci, Claude Le Pen, de ce discours de raison et de nous avoir fait un cours, là, ici, en direct, sur FHP Direct. À bientôt, merci. Merci, Claude Le Pen. Merci, Pascal Morel.